Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui a une grosse promo à faire cette semaine. En fait, je parle de moi-même, Alain McKenna. Pascal Forget, salut! Bonjour Alain. Hey, je peux-tu la dire, ta promo? Je trouve ça génial. On le voit dans ton arrière-plan. Ben oui. c'est un peu un gag parce que j'oserais jamais faire ça pour vrai, mais j'ai créé un arrière-plan grâce à la magie de l'intelligence artificielle pour plugger mon nouveau livre. Fait que je te laisse aller, Pascal. Écoute, je trouve que c'est un super beau sujet, Alain. Tu vas lancer un livre en librairie lundi qui s'appelle « Payez moins ». Payez moins pour votre télé, vos films, votre musique. Payez moins cher pour le livre aussi. La question... ça, c'est pas moi qui décide, mais le livre va être en librairie cette semaine. Et c'est un livre qui va, j'imagine, être aussi ailleurs qu'en librairie. Mais bref, c'est un livre. Donc, partout où on achète des bons livres, il devrait être là. Je fais le recensement de tout ce qui existe en termes de streaming. Je normalise l'utilisation du mot streaming parce que c'est dur de dire « service de web diffusion en continu ». Et je trouvais que c'était mieux d'y aller avec le terme, même si les gens... C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me chicaner, et je m'excuse, mais c'est un mot qui est efficace. Je l'ai utilisé. Mais je parle film, télé et musique, et même un peu plus, parce qu'on va dans les services VPN, puis je démystifie des choses, parce qu'il y a bien des gens qui ont peur de... Des méchants, mon Dieu. Tout le monde pense que tout est illégal quand Netflix du monde dit « Hey, t'as pas le droit de faire ça », mais il y a des choses qu'on peut faire. Oui. Évidemment, les services de diffusion ne vont pas nécessairement vous dire de le faire parce que c'est à l'encontre de leur modèle de revenu. Mais si vous pensez que les services par abonnement ne font pas exprès pour abuser de votre paresse, votre naïveté, des fois, et votre ignorance de certains détails techniques, vous mettez un doigt dans l'œil assez profond. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour forcer, pour que vous oubliez d'annuler un abonnement si vous ne l'utilisez plus. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous accrocher, vous ramener le plus souvent, même s'il n'y a aucun nouveau contenu. Et il y a des moyens de se défendre de ça. Et il y en a tellement que ça donne un livre. Longue histoire. Hey, quand même, c'est fort. Les gens, déjà, sans même... Ton livre est tellement puissant que sans même l'acheter, on commence déjà à économiser si on suit tes bons conseils. Imagine, si quelqu'un qui l'achète, c'est encore plus fou comment tu peux économiser. Écoute, on salue nos partenaires pour 2025, TELUS, Plan Hub. Merci d'être là. Merci de permettre à ce podcast d'exister. Dans cet épisode, on a un programme chargé, Alain, de nouvelles plus légères. En tout cas, on se disait qu'il n'y avait pas de grosses nouvelles de fond, mais des nouvelles qui nous font jaser, des nouvelles qui nous font réagir. Quand même. Ben oui. Ben oui, on va parler de Signalgate, du World Wide Developer Congress de Apple, imprononçable, WWDC. On va parler de Facebook, de YouTube, d'Ubisoft, de 23 et moi, 23 Enemy, d'un clavier à bricoler soi-même. Et Alain, j'ai eu tellement de plaisir. Je le montre tout de suite pour ceux qui nous regardent. Oh là là, sur YouTube. Vraiment du plaisir. Je pensais pas avoir du fun de même. Parce que là, il a l'air de tenir avec la broche, mais j'imagine que c'est le fil d'alimentation. C'est la colle qui sèche. Non, c'est tout simplement le fil d'alimentation ici. Un clavier qu'on peut construire soi-même avec des pièces Lego. Alors, ceux qui aiment le Lego, ceux qui aiment construire des trucs eux-mêmes, vous allez être réjouis. Je l'ai été, j'ai réjoui. Le fils de ma blonde, Elliot, merci Elliot, mon jeune ami qui était émerveillé de faire ça, et une liseuse Android avec écran en papier électronique couleur de... Oh, voilà! Et là, oui, là. monsieur. Et on parle de on tout le rappelle, ça. le livre d'Alain est en librairie dès lundi. Oui, payez moins pour votre télé, vos films, votre musique. Payez plus pour lire un bon livre papier. Cela dit, sérieusement, j'ai une quinzaine de profils d'astuces, de n'importe quoi là-dedans pour sauver des sous. Et normalement, là, en un mois, vous devriez sauver le prix du livre. Voilà. Et plus ensuite. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lire, de ne pas l'acheter. Tu le disais tantôt, dans nos espressos de tech, on a pas mal de stock, à commencer par le Signalgate. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous avez suivi un peu l'actualité et qui n'a pas vu ça passer, c'est toute la façon dont on a maladroitement utilisé l'application de messagerie Signal au sein du renseignement et de la défense américaine. Vous connaissez peut-être les noms de Michael Waltz et de Pete Hegseth, ainsi que de J.D. Vance, qui sont, dans ce dernier cas, le vice-président des États-Unis, mais deux personnes en charge de la défense et du renseignement aux États-Unis, qui sont des amis de Donald Trump, qui ne sont pas nécessairement de fins technologues, n'est-ce pas, et qui ont vraiment mal utilisé l'application. Eh bien, sachez que c'est un sacré coup de pub pour l'application Signal, tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des différents éléments. Le premier, c'est que la grosse bourde qui a été faite et dont on parle depuis une semaine maintenant, pratiquement, c'est pas parce que l'application est mal conçue, c'est parce que les gens qui l'ont utilisée là-bas ne savent pas comment s'en servir. Donc, les jambons font leurs affaires. Et là, je ne sais pas si tu as vu, Pascal, tout le spin
sur leur réseau amis, là, qui font que défendre Trump et sa bande. À quel Truth point ils Social ont... et compagnie. Sérieusement, si vous avalez toute la salade qui vous pousse pour faire semblant que c'est normal ce qu'ils ont fait avec Signal, je sais même pas si vous avez utilisé un téléphone une fois dans votre vie, là, mais c'est sûr, c'est gros comme là. Écoute, l'application Signal est correcte, elle est chiffrée de bout en bout. Ils ont inclus un journaliste par mégarde. C'est une erreur humaine, 100%. Et la plupart des gens ont réalisé qu'effectivement, c'est ça qui s'est passé. Et ce que ça mène? Ça mène à une hausse de popularité de téléchargement de l'application Signal partout dans le monde. Mondialement, il y a une application, c'est-à-dire qu'il y a une firme d'analytique sur le téléchargement d'applications du côté d'Apple, donc de l'Apple Store, et du côté d'Android avec le Play Store. Ils disent que partout dans le monde, l'application a vu son téléchargement bondir de 28% dans les derniers 10 jours par rapport au même moment il y a un mois et dans les mois derniers. Donc, clairement, il y a un intérêt parce que donc, ça existe et c'est chiffré, je pourrais l'utiliser. Hausse de 45% de son téléchargement aux États-Unis et hausse de 42% au Yémen, là où peut-être des gens l'ont téléchargé en espérant être inclus dans les prochaines conversations de la défense américaine parce qu'ils prévoyaient attaquer les Houthis qui sont au Yémen. Donc, c'est quand même une conversation géopolitique assez délicate. L'application est passée de la 50e place dans son créneau sur l'App Store à la 9e place à cause de ce boost qui, c'est quand même fou. Mais cela dit, du côté des gens de Signal ne commentent pas. Eux, ils font comme... C'est une erreur d'utilisation. Tu as beau communiquer de façon aussi codée. Toi et moi, on a un code impénétrable, incroyable, mais si on inclut quelqu'un qui prend des photos de l'écran puis qui diffuse tout ça, il y a beaucoup de réflexions à propos de Signal. Les gens disent que si la sécurité, tu as beau avoir la meilleure technologie, si tu as des humains qui vont donner l'information à quelqu'un d'autre, soit en donnant le téléphone, « Hey, je suis dans conversation, je partage à ça », plus il y a de gens dans un secret, moins ça a de chance de rester un secret. Forcément. Oui, voilà. Donc, l'erreur est humaine, ça arrive. Évidemment, on n'est pas tous secrétaires à la défense, donc quand on fait des erreurs, il faut l'admettre. Il faut pas nécessairement blâmer. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Au moins, tu le dis, c'est une erreur humaine, tu penses à autre chose, mais dans ce cas-ci, de tenter de justifier, c'est très triste à quelque part parce que j'ai une amie américaine qui, sérieusement, m'a demandé de trouver une façon alternative de communiquer avec elle, autrement que par Messenger, pour avoir une communication codée de bout en bout, au cas où que le caca frappe le ventilateur aux États-Unis. Et donc, c'est pour dire que les préoccupations des Américains, je pense au niveau, ceux qui sont plus sensibles à ce qui pourrait se passer si une dictature s'installe aux États-Unis, est réelle, mesdames et messieurs. On vit... Quelqu'un dit « Ah, ça ressemble à l'Allemagne. » Oui, ça ressemble, ça commence à sentir ça un peu. On paranoïe, mais c'est qui vis pacem parabellum, si tu veux la préparer par la guerre, voilà. Ouais, là, il faudrait préparer d'autres choses, parce que ce qu'on veut, c'est juste que les gens aient voté sans c'est ça. Mais c'est la guerre au sens se préparer à communiquer de façon chiffrée, si jamais... Il y a déjà un journaliste français qui a été retourné parce qu'il avait émis des opinions. Ils ont fouillé son téléphone. C'est pas ça? Celui-là, il y a c'est un peu ça, c'est ça. Fait que là, c'est un peu terrifiant pour des gens qui sont aux États-Unis, qui veulent quitter le pays pour s'enfuir, qui pourraient être retenus ou déclarés illégaux. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Alain, le 9 juin, ton agenda, que ça a l'air? Pour l'instant, c'est dégagé. Semble-t-il qu'il y a un événement à Apple. On va voir ça. Oui, ça se peut que tu reçoives une invitation pour le WWDC 2025, un événement pour les développeurs de produits Apple, du moins le logiciel, la partie iOS et compagnie, dévoilement de mise à jour de logiciel, où est-ce qu'on s'en va. L'an passé, c'était axé à peu près mur à mur sur Apple Intelligence et tout ce qu'Apple Intelligence allait faire aujourd'hui dans vos téléphones. Ils ont tout retardé, ils ont tout déployé. Microsoft aussi, je me disais, Microsoft aussi promettait mer et monde dans l'intégration de copilotes. Puis c'est pas aussi avancé. C'est plus avancé que du côté d'Apple, mais c'est pas encore parfaitement déployé. Ouais, je serais curieux de savoir, parce que Gemini chez Google est peut-être, je sais pas dans les deux cas si c'est pas rendu l'espèce de ennemi à battre, parce que Google a vraiment déployé extrêmement largement ses applications, qui sont peut-être moins révolutionnaires que d'autres, là, mais qui sont quand même sur mobile, sur Chromebook, sont partout en fait. Qui me demande d'utiliser Google, l'assistant Google. Gemini, fais-moi quelques heures, regarde l'assistant Google. Oh, que je suis pas fan encore.
Chacun ses philosophies. Est-ce qu'il faut être premier ou est-ce qu'il faut être sûr que ça marche? C'est ça, et que ça donne des réponses pertinentes et que ça donne envie d'y reparler. Parce que moi, je te donne Gemini dans ton téléphone, puis les réponses que ça donne sont plutôt inutiles. J'ai lisé un truc sur l'intelligence artificielle que les gens qui l'utilisaient beaucoup étaient en général plus solitaires. C'est sûr que si tu as besoin d'intelligence artificielle pour avoir des conversations à ton goût, il y a peut-être un petit problème de solitude qui est présent et s'habituer ou peut-être se désensibiliser à fréquenter des vrais humains. Ça peut... Ben, cela dit, on va voir Apple Intelligence en français dans les prochaines semaines parce que c'est annoncé pour avril, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir là, si au Québec ça fonctionne aussi bien qu'ailleurs. Dans le fond, je dis aussi bien dans le sens quasiment dérisoire parce que ça fonctionne, ça fait des choses, mais ça ne fait pas autant qu'on pensait, je pense. Donc, j'ai hâte de voir si au WWDC, il y aura des nouveautés marquantes, effectivement. T'es mon ami sur Facebook? Oui, monsieur. C'est une drôle de bonne nouvelle, en fait. Facebook a publié jeudi sur son site, sur le site de Meta, je devrais dire, une mise à jour qui s'en vient sur l'application mobile de Facebook. On remplace un onglet, l'onglet demande d'amis, celle qui, je sais pas pour vous, mais moi, c'est seulement des veuves de Lille en France qui veulent apparemment être mon ami, mais c'est des faux comptes. De temps en temps, il y a du vrai monde et c'est difficile de départager. C'est des vrais comptes, c'est des faux comptes, Alain. Voyons, des jeunes veuves françaises qui veulent faire des choses... à Lille, tous les maris sont morts en même temps. C'est fou! Et là, on a décidé de remplacer ça par un onglet qui va s'appeler Amis, tout simplement. Et on va revenir. En fait, c'est l'onglet qui va nous ramener à Facebook il y a 10 ans, quand on voulait juste avoir voir ce qui se passe chez nos amis. Donc, ça va être un fil défilant de contenu qui sera strictement en provenance de nos amis et contacts sur Facebook. Donc, le old school, là, vraiment le original gangster de Facebook. Ça va être un mix, évidemment, ça va être défilant. On ne sait pas encore exactement si ça va être défilant antéchronologique, donc du plus récent au plus ancien, ou si ça va être un autre algorithme qui va remâcher du contenu pour... c'est pas toujours un succès, ça, on le sait, là, mais bref, il va y avoir du contenu photo, vidéo, texte, des notifications d'anniversaire, des demandes d'amis, tout ça va être packagé dans un seul nouvel onglet. Ça va être au Canada en même temps qu'aux États-Unis, que ça va être lancé dans les prochains... c'est imminent, là, si c'est pas déjà fait, mais je ne l'ai pas vu hier, donc je présume que ça s'en vient bientôt aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'enfin, je devrais dire ça comme ça, Facebook arrête de s'obséder avec l'imitation de TikTok, parce que le gros spin depuis des mois et des années chez Facebook, c'est d'imiter Snapchat, d'imiter TikTok, d'imiter les réseaux émergents. Et là, on a dû se rendre compte qu'il y avait une limite à essayer d'imiter TikTok, qui a un algorithme autrement plus compliqué là, et qui ne met pas nécessairement en valeur les réseaux d'amis proches, mais bien... ce qu'ils estiment être des contenus vaguement viraux. Là. C'est un algorithme qui est assez opaque, TikTok d'ailleurs, et qui reproduit du côté de Facebook, surtout dans Instagram, mais aussi dans les Reels sur Facebook. Et ce qu'on dit chez Facebook, on assure que cet onglet-là, ça va rester marginal dans toute la patente. Là. Les gens veulent du contenu recommandé, ils veulent que ce soit une pub sur deux, là, que la publication soit que du contenu publicitaire et vaguement viral, ou en tout cas... une espèce de sac de croustilles là, où on met la main puis on mange tout le sac. C'est pire que ça. Je pense que c'est rendu carrément que tu ouvres le sac et les chips sautent dans ta bouche. C'est un boyau d'arrosage. C'est même plus tu choisis ton contenu. Et je vais, encore une fois, je suis une vieille personne, Alain, mais je me souviens quand j'étais petit, j'ai déjà réalisé que avant d'ouvrir le téléviseur, avant d'ouvrir la télé, je regardais le téléhoraire et je me disais, oh, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder? Les gens, maintenant, ils allument la TV puis ils regardent qu'est-ce qu'il y a à la TV. Mais là, ça, c'était old school. Il fallait des fois se lever pour changer de chaîne. Maintenant, tu ouvres ton téléphone et tu es bombardé d'un contenu incessant de photos, d'images accrocheuses, optimisées pour être accrocheuses. Les créateurs, encore une fois, créateurs, c'est un mot qui je trouvais décourageant. Des générateurs de boîtes, disons ça comme ça, mais du contenu qui va être accrocheur pour l'œil, des couleurs vives, des choses qui font que je vais passer une fraction de seconde et on va en parler. C'est comptabilisé de façon pour donner... Ben oui, on passe tout de suite à celle-là. C'est comptabilisé de façon à ce que on augmente artificiellement le nombre de vues. Dès que tu regardes une fraction de seconde, une vidéo sur TikTok ou Instagram, c'est considéré comme une vue. Les créateurs de boîtes sont stimulés par ça. Hey, sur YouTube, j'avais peu de vues. Maintenant, j'ai des millions de vues de gens qui ont passé une fraction de seconde sur ton contenu. Donc,
c'est d'une tristesse. C'est suffisant. Il faut juste que c'est juste le temps que quand vous scrollez le fil, là, que ça pause. C'est comme faire un stop américain en voiture. Là, c'est genre vidéo, clic, et voilà, elle a été vue. Donc les vues, ça n'a pas une valeur très qualitative, disons-le comme ça. Là. Ben c'est ça. Puis on apprend que YouTube Shorts, les vidéos style TikTok ou Instagram de YouTube, vont être comptées comme vues dès qu'ils sont vus une fraction de seconde dès le 31 mars. Et ça, c'est pour que les créateurs de boîtes diffusent sur YouTube Shorts au lieu de diffuser sur Instagram ou TikTok, ou qu'il y ait des statistiques comparables. Parce qu'encore une fois, c'est triste à dire, si tu veux une commandite, c'est tout le temps ça le but. Le but, c'est de monétiser ton contenu en tant que créateur. Tu sais, tu dis, hey Alain, t'es créateur, tu fais une grimace, tu fais un geste suggestif et bam, tu bois du café. C'est mon beau café de marque Café. Ben oui, ben c'est et ça. Voilà. C'est ça, voilà. Et voilà, versus publier un livre qui s'appelle Payez moins, qui va être plus... Ceci, mesdames et messieurs, n'est pas une publicité. C'est un et ça, tout ça est similaire. Donc, je suis très découragé de ça. Ça va, écoute, il disait dans la phrase, grosso modo, je paraphrase, mais ça va augmenter les chances de partenariat pour ton travail de créateur. Et là, on va encore une fois donner l'impression aux jeunes qu'il suffit de faire des grimaces, puis de faire un truc farfelu, de faire pipi dans de la fondue. Il y a une vidéo comme ça. Il y a un endroit il y a un endroit qui s'appelle Heidi Lau qui fait de la fondue, puis il y a une vidéo qui a fait des millions de vues parce que quelqu'un faisait mine de faire pipi dedans. Enfin, ça me décourage. Fait que c'est pas étonnant que le nombre de vues soit astronomique et qu'on considère comme des vedettes ces gens-là, qui dans le fond sont-ils vraiment vus par... Enfin, je suis découragé. La viralité, c'est un extrême, mais à l'autre bout, il y a effectivement lire un roman de 8000 pages et c'est effectivement pas la même chose. C'est un autre jeu. On va glisser doucement vers le jeu vidéo parce qu'il y a une grosse nouvelle, pas plus tard qu'hier, là, du côté d'Ubisoft. En fait, ça faisait longtemps que la rumeur circulait. En fait, il y avait des actionnaires, ça fait 3 fois que je disais en fait. Il y avait des actionnaires insatisfaits de la façon dont Ubisoft était géré depuis au moins 1 an. Parce qu'on le sait, il y a eu des reports, il y a des jeux qui ont été reportés, il y a des titres qui ont été annulés, il y a des jeux qui ont été mis en vente qui n'ont pas eu de succès, qui ont été un gros échec. Des gros titres, là. Il y avait un truc de Star Wars, entre autres, l'année passée, qui ont fait sortir au moins un actionnaire plus ou moins activiste là, sur la place publique en début d'année qui disait ce serait à peu près temps que les propriétaires d'Ubisoft retirent l'entreprise de la bourse et la fassent racheter par Tencent, notamment le géant chinois. Et là, ça se tramait en arrière, derrière le rideau, n'est-ce pas? Et hier, on a appris c'est presque ça qui se produit, mais pas tout à fait. C'est comme une spin intéressante. Ubisoft va SMer, en fait, va créer une co-entreprise dans laquelle on va regrouper Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, donc les 3 gros titres de l'éditeur. Et dans cette entreprise-là, il va aussi avoir les équipes de Montréal, Québec, Barcelone et Sofia. Donc, les gros studios très, je veux dire, lucratifs, donc tout ce qui marchait bien chez Ubisoft est regroupé dans cette co-entreprise-là. Et Tencent va prendre une participation comme prévu. Mais Ubisoft garde quand même la main dans le pot de bonbons. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de ça. Ce qu'on promet chez Ubisoft, évidemment, c'est que ça va être toujours la même bonne expérience pour les joueurs. On dit que les prochains jeux vont garder la même ADN que les sagas déjà existantes. C'est une nouvelle dans la foulée et c'est sûr que c'était prévu parce que c'est dans la foulée du lancement d'Assassin's Creed Shadows qui a été très bien reçu jusqu'à maintenant, depuis à peu près une semaine. On en a parlé la semaine dernière. Un jeu qui a quand même, je pense qu'il rallie les critiques et les joueurs. Donc, dans cet élan de dire, là, on a un bon succès commercial, ben regardez, on va prendre que ces bons trucs-là, on va les patenter dans une seule entreprise et ce sera un succès commercial. Ça va être à suivre. Mais clairement, là, on a trouvé un gros pansement comme lui sur une plaie là, béante et on espère que ça va tenir, ça va être à suivre. Mais ça bouge chez Ubisoft et je n'ai pas regardé comment ça se passe en bourse en ce moment par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ça satisfait au moins en partie les critiques des gens qui disaient on est dû pour un changement à la tête d'Ubisoft. Ultimement, ce qu'on veut, c'est des bons jeux. Le reste, on s'en fout un peu, mais plus l'entreprise est grande, on dirait, dans les jeux vidéo, plus ils ont besoin de faire des revenus et que ça sacrifie la qualité des jeux. C'est ça. Donc, peut-être que ça, c'est un bon spin là, de SMer, dans le fond, les jeux prometteurs là, du groupe à suivre. On touche du bois. Je ne joue pas beaucoup, mais j'ai entendu parler de ces jeux-là. C'est donc dire qu'ils doivent être populaires à quelque part. Voilà, c'était mon point de vue éditorial. Tu parles de solutions pour payer moins dans ton excellent livre qui est lancé cette semaine. Oui, il est excellent. Je ne peux pas trop vous le recommander.
Et je Écoute, parle d'ailleurs du VPN dont tu parlais. Ben oui. Tu parles de VPN là-dedans. Moi, je te donne mon astuce pour économiser. Il y a le navigateur web sympathique Vivaldi qui intègre un VPN dedans, le Proton VPN, un VPN suisse qui est gratuit. C'est la version gratuite du VPN qui te limite à un certain nombre de pays. Mais ceux qui vont en voyage, ceux qui vont dans des cafés Internet qui ont peut-être de l'information plus sensible à utiliser, qui veulent faire un tunnel entre leur ordinateur et les serveurs de ProtonVPN et l'entreprise qu'ils utilisent. On peut aussi installer l'application ProtonVPN pour un VPN gratuit dans son navigateur web. Il y a l'extension qui est gratuite pour tous les navigateurs. Mais moi, je divise de plus en plus ma vie professionnelle, mes formations que je donne, mon navigateur pour juste le plaisir, puis un navigateur pour des sites moins propres où parfois je m'abandonne. J'utilise un autre navigateur avec un VPN. On est moins suivi, on a moins de pubs, on a moins de traçage. J'aime pas ça comme alternative. Proton, la compagnie Proton, le VPN de Proton est un des bons, gratuits, là, c'est un des plus permissifs en termes de connexion, malgré que le nombre de serveurs est nécessairement limité comparé à la version payante, là, effectivement. Il fait partie des VPN que je cite en utilisation dans mon livre, effectivement. Et voilà. Et donc, on peut y goûter de façon simple avec le navigateur Vivaldi, si jamais. Puis changer de navigateur de temps en temps, juste pour voir, changer un peu son cerveau. Vivaldi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Brave en est un qui est souvent cité comme étant bon pour la vie privée. Beaucoup de gens utilisent DuckDuckGo, le navigateur aussi. Oui, pour ses recherches. Qui anonymise, qui vide l'historique, qui s'assure que tout ce qui se passe là reste là, dans le fond. Des bonnes alternatives. On parlait, écoute, cette semaine, on s'en sort pas, on parle de Trump encore une fois, parce qu'il intimide le président américain jusqu'en Europe. C'est pas nouveau, ça fait longtemps, ça fait au-dessus d'un an que ça traîne, là, mais l'Union européenne a coincé Apple et Meta dans leurs pratiques en disant que ce sont des pratiques monopolistiques, donc antitrust, qui sont appliquées dans, chacun son créneau, là, évidemment, et on s'attendait à une grosse amende dans les centaines de millions d'euros pour Apple et dans les centaines de millions d'euros pour Meta, donc 2 grosses amendes séparées. Et là, ce qu'on apprend ce matin, c'est que l'amende finale dont on va savoir la teneur très bientôt serait beaucoup moins élevée que prévu parce qu'on ne veut pas froisser l'administration Trump. Donc, vous voyez, cette tactique des gros bras là, semble avoir un certain effet juste là. La question des pratiques monopolistiques des géants du numérique est extrêmement discutable, à mon avis. C'est sûr qu'il y a des situations de monopole, mais c'est quelque chose qui est né d'une situation qui n'en était pas un monopole, et c'est ce qui fait qu'on peut jaser longtemps de ça. On peut être des deux côtés de la question, puis il y a des bons arguments. Tu sais, quand Apple a créé l'App Store pour son téléphone, effectivement, ils auraient pu dire, il y a l'App Store, mais il y a aussi d'autres façons de mettre des applications sur notre téléphone qui n'est pas l'App Store, et lâchez-vous lousse. Mais on comprend la théorie. C'était pas une théorie de monopole, de conserver un marché, parce que le marché était inexistant. C'est sûr qu'au fil du temps, le mobile est devenu le cœur de toute l'économie numérique. C'est ça. Au début, tu veux simplifier l'expérience de l'utilisateur en lui donnant une façon facile de magasiner, mais là, tu es emprisonné là-dedans. Là, tu dis, tiens, c'est extrêmement gros. Ben oui. On va faire des messages. Viens dans iMessage, ça simplifie ton expérience. C'est tellement cool. Là, tu te rends compte que, oups, tu changes de téléphone, ça marche plus comme avant. Là, les gens sont fâchés en disant les autres entreprises, non, le problème vient pas d'Android, le problème vient dans ce cas-ci de Ben oui, puis tu as une place de marché, tu vends tes produits de ta marque dans le marché, tu leur fais une promotion supérieure à ce que tu fais comme promotion des produits de tiers. Ça, c'est des pratiques qui sont mais c'est pas seulement Apple, c'est pas seulement Meta, c'est ce que fait Amazon sur sa plateforme. Écoute, à la limite, c'est ce que font les marques, les grands détaillants avec leurs marques privées. Donc, c'est une conversation intéressante. Mais dans le numérique, c'est plus apparent. Donc, effectivement, c'est une conversation. Et là, ce qu'on voit, c'est que, on le sait, l'administration américaine pousse fort parce qu'ils n'aiment pas les taxes sur le numérique, parce que ces taxes-là visent des entreprises américaines essentiellement. Et on voit que déjà, ça fait son effet. Là. Je ne sais pas si ça va calmer, en fait, la guerre tarifaire là, dans laquelle on est en ce moment, mais bref, stratégie d'apaisement. On va voir si ça marche. Et là. Alain. Oui. 23andMe est en faillite. C'est une grosse nouvelle, ça. Je me suis posé ça toute la semaine. Écoute, est-ce que c'est une grosse nouvelle? Ça m'a rappelé que j'avais fait l'analyse dans le cadre de l'émission La Revanche des Nerds. Okay. Non, c'était pour le code gestionné.
C'était même pas pour les nerds, c'était après, Ouais, c'était c'est pour plus le cas de récent, c'est ça. Chestoney. Ben oui. On avait fait l'analyse de 23andMe, puis il y avait eu un gros débat sur l'éthique de ça. T'envoies un échantillon de salive à 23andMe, ils font une analyse, et là, par ton code génétique, ils peuvent te donner si tu as des prédispositions à certaines maladies. Si je me trompe pas, le Parkinson, l'Alzheimer, des trucs quand même assez graves qui peuvent avoir un impact psychologique important sur ta vie, de savoir que tu as une prédisposition. Il y a certains gènes qui te disent que c'est pas de ton, les chances sont pas de ton bord. Moi, ça m'a dit, entre autres, que j'avais une calvitie probable. J'étais un peu dans le déni, que j'ai tendance à boire plus de caféine. Si tu bois de la caféine, en tant que moi, j'ai tendance à avoir plus de caféine. Ça m'a dit plein de choses m'engager pour ces deux-là. Non, mais c'est très drôle. On aurait pu me le dire aussi. Mais moi, j'étais dans le déni pour la calvitie. Bon, ils avaient raison, les gènes. Il y a moins de chances d'avoir des poils dans le dos. Il semble qu'effectivement, j'ai pas beaucoup de poils dans le dos. Et j'ai moins de chances d'avoir de pellicules que la moyenne et plus de chances de détecter l'odeur des asperges dans le pipi. Et oui, je détecte l'odeur des asperges dans le pipi, ce que pas tout le monde peut faire. Un site web t'a dit ça? L'analyse de mes gènes me donne les prédispositions que j'ai. Encore une fois, c'est jamais 100%. Mais il me disait, par exemple, dans le cas du café, je crois que la détection de l'odeur, c'est 80% des gens qui ont des gènes. J'ai aussi appris que j'avais des gènes que des athlètes d'élite avaient en force, en puissance. Okay. Et ça m'a rassuré, parce que j'ai toujours cru que j'étais un gars qui était bon en endurance, étant pas très habile, comment je dirais, je suis pas très précis. Si tu me demandes de lancer une balle, je la lancerai pas à la bonne place, c'est sûr, sur ça. Mais je me suis rendu compte quand je me suis mis à m'entraîner à faire de la musculation qu'étonnamment, moi qui me croyais toujours très frêle, j'ai beaucoup pris de masse musculaire très vite. Alors peut-être que c'est dans mes gènes, ainsi de suite. Et j'ai appris aussi que mes ancêtres étaient pas mal à 100% d'origine européenne et canadienne. Donc, je suis un Canadien de souche depuis plusieurs générations. Mais maintenant que tu sais ça, tu n'as plus besoin de payer pour le service. Donc, c'est ça. Mais le truc, et c'est ça qui est... Je suis content qu'on en parle, parce qu'une fois que tu as ça, tu n'as plus besoin du service, sauf que tu pouvais laisser l'échantillon. Tu pouvais leur dire, conservez mon échantillon de salive. S'il y a des tests améliorés, s'il y a des nouvelles percées, s'il y a des choses comme ça, vous allez pouvoir reprendre mes échantillons et refaire le test et me donner une meilleure analyse plus précise. Et aussi, il y a beaucoup de cases à cocher qui disent utilisez mes données pour de la recherche, utilisez mes données pour des choses comme ça. Et là, la compagnie a fait faillite. Fait que là, ils vont être vendus au plus offrant à une compagnie qui est peut-être moins scrupuleuse. On rassure, dans le texte qui est écrit ici, si la compagnie change de propriétaire, on va s'assurer que le respect de la vie privée est respecté et compagnie, blablabla. On assure que ça va être protégé, mais il y a eu, 23andMe a eu des fuites de données. Donc, il y a des données des utilisateurs qui sont partis, ton code génétique, ton identifiant, ta date de naissance, ton âge et compagnie. Imaginez qu'une compagnie d'assurance tombe là-dessus. Imaginez qu'une compagnie d'assurance mette la main sur 23andMe. Imaginez qu'une compagnie pharmaceutique peu scrupuleuse ont des... Et quand on parlait, j'ai vu 15 millions de codes génétiques d'analyse et tout. Ça permet peut-être de faire avec les percées en intelligence artificielle, de rééchantillonner les échantillons et compagnie. On dit que quand tu es avec 23andMe, tu n'es pas un patient, tu n'es pas protégé par les trucs médicaux, tu es un client. Ouais. Fait qu'il y a plus de latitude sur la façon dont les données vont être utilisées. On peut, et c'est pour ça que j'en parlais, c'est pour ça que j'étais content de ceux qui ont fait, à un moment donné, leur analyse de 23andMe. Vous pouvez supprimer l'échantillon de salive que vous avez envoyé, si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous pouvez aussi retirer la permission d'être utilisé pour de la recherche et surtout supprimer votre compte. Vous pouvez télécharger vos données, y compris l'analyse du code génétique en format brut, là, le Gattaca que vous pouvez télécharger et après ça, vous pouvez supprimer votre compte. Fait que j'ai fait la démarche. Je vous dis, si jamais vous avez des inquiétudes là-dessus, en même temps, c'est dommage parce que peut-être que la prochaine entreprise va permettre de faire des choses encore plus tripantes et d'avoir plus de détails, pas seulement sur notre tendance à boire plus de café ou non. Ils ne sont pas les seuls à faire des choses basées sur un échantillon, soit de sang, de salive. Là, il y a des entreprises, même au Québec, là, qui font ça. On en reparlera, évidemment, parce que c'est pas ça la nouvelle, mais pour savoir des choses sur son alimentation, ses prédispositions en termes de santé, effectivement. Il y a des applications qui existent. Et ça commence à émerger. Donc, eux, malheureusement, ils sont arrivés peut-être un peu trop tôt, je sais pas, mais clairement,
Hey, une petite dernière, Pascal, parce que Petite celle-là, dernière. écoute, je pensais que je savais même, ben, évidemment, je savais que ça existait encore, mais je savais pas que Ben ça non, avait une mais si grande valeur. eh C'est une oui, nouvelle qu'on aurait pu faire en 2004, et là, en 2025, pouf, Napster acheté pour combien? 207 millions. 207 millions américains par une compagnie qui s'appelle Catching. Infinite Reality. Euh, OK. j'ai découvert que Napster était une plateforme qui permettait aux artistes des occasions de monétisation plus grandes. Avec Infinite Reality, ils veulent faire des espaces immersifs 3D, des produits physiques et virtuels, des possibilités de commandite étendues, évidemment avec l'intelligence artificielle qui est glissée dans le pitch là-dedans. Ça sonne comme quelque chose où ils ont été rachetés en Bitcoin. Genre, si tu me dis que ça a été racheté avec la crypto-monnaie, j'embarque. Mais ça, Ah, sinon, il manque juste ça comme buzzword là, à date. il manque juste ça comme buzzword. Je savais pas qu'on pouvait s'abonner à Napster à 10$ par mois, abonnement familial à 15$ et compagnie pour écouter de la musique, une expérience interactive plus intime avec ses artistes préférés. Napster, c'est un site de piratage. C'était À la un site de base. piratage à la base qui permettait de partager des fichiers musicaux qu'on avait acquis illégalement et les transmettre à d'autres personnes. C'est assez flyé que ça continue d'avoir autant de valeur, Ben oui. 207 millions de dollars, ce qui est pas très gros. Je pense qu'Instagram, c'était 1 milliard ou 2 milliards, des choses comme ça. Ouais. 207 millions, c'est Ouais, mais presque Napster, c'est le grand-père du, tu sais, du fichier, de téléchargement. Je sais même pas si transfert, c'est du oui. poste à poste, là, parce qu'après ça, il y a BitTorrent qui est Mais en fait, qui est une plateforme c'était décentralisée C'était pas la ouverte, là. même gang, c'était pas Napster. Au début, c'était pas justement la Je me clé de souviens Napster, pas. c'était que c'était décentralisé. Plus tu Mhm. avais de gens qui partageaient, plus c'était partagé rapidement puis efficacement. Fait que tout ce qui était populaire était plus facile d'accès que ce qui était plus obscur. Donc, c'était très, très le fun pour l'utiliser. Écoutez, L'expérience utilisateur était géniale. si Napster a été vendu pour 200 millions là, j'offre à qui bien veut l'acheter le montant que vous voulez me donner. J'ai encore 25 disquettes 3 pouces et demi, pleines de skins pour le lecteur MP3 Casa. C'est ça, Casa? C'était quoi son nom? Oui, c'était Casa, mais c'était pas... Quelque chose de même. Ah zut, oui, je vois ce que tu veux dire. Winamp, je sais plus lequel, Winamp, là. Winamp. C'était Winamp, le lecteur sonore, qui a failli se faire acheter par Apple et J'ai des qu'ils ont eu une skins, là, j'en ai pour rencontre. facilement 15 millions de dollars. Je lance ça comme ça dans la webosphère. Ah, Alain, tu me rappelles que j'aurais Ou pu meilleure acheter offre. pour 100 pièces de Bitcoin quand il y avait 25 sous chacun. Arrête, tu me fais de la peine. En tout cas. Sur cette étonnante nouvelle, Pascal, on va juste prendre un petit break. Je vais rallumer ma liseuse pour vous en parler après, mais je ne veux pas vous laisser poireauter pendant qu'elle charge. Donc, je vais prendre une petite pause. Pascal, tu vas peut-être nous sortir tes blocs Lego en trop. Voilà. Et on va parler de tout ça tout de suite. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Je vais dire quelque chose, Pascal, en retour, bien sûr, à une tasse de tech. On est dans notre segment. Oui, voilà, on parle de gadgets et j'aimerais dire Everything is Awesome, qui est essentiellement le titre de la chanson dans le film Lego, parce que ce dont tu nous parles, c'est pas ben loin d'un gros kit Lego, là. Ben oui, c'est super le fun. C'est un clavier de la compagnie KBD Craft, KBD comme keyboard, qu'on assemble comme un kit Lego. Et là, je le dis tout de suite, c'est pas un truc Lego officiel. Les pièces sont compatibles avec Lego, donc ceux qui s'attendent avec quelque chose Lego, avec les pièces marquées Lego dedans, ce n'est pas le cas, mais les pièces sont compatibles avec Lego. Et quand on Ce serait reçoit hors de prix, sérieusement, c'est un ça, clavier Lego, ça ils vendraient serait... ça à un prix Ben oui. exorbitant. Mais ce qui est fantastique, comme c'est compatible avec les pièces Lego, on reçoit le clavier, on reçoit, écoute, le circuit imprimé, on reçoit la surface en dessous et on peut assembler tout le tour avec des Lego. Donc, on a 2 blocs, 2 circuits dans ce cas-ci. Le modèle que j'ai, c'est le Lilith Q, le modèle Lilith Q, et on peut choisir de l'assembler comme on le désire. Donc, on a un circuit imprimé pour les touches. On doit vraiment prendre toutes les touches. Les touches, c'est pas des touches en Lego. Il n'y a pas de surface avec des petits boutons. Ouais, ce C'est serait des mal vraies commode, ça. touches standards de clavier qu'on peut acheter, Cherry, MX et compagnie. Chaque interrupteur, on l'assemble nous-mêmes. Donc, on a les instructions. On prend chaque interrupteur pour chacune des touches. On peut donc choisir le type d'interrupteur qu'on désire. S'il y en a un qui brise, s'il y en a un qui a un problème, on peut démonter, remplacer le petit interrupteur pour Les avoir la couleurs aussi, j'imagine? sensibilité, On peut la changer les couleurs couleur des des touches. touches totalement. C'est un clavier qui est éclairé.
Il est programmable avec un micro-logiciel ouvert qui s'appelle QMK. Donc, on peut, et je l'ai fait, ça marche super bien, on peut utiliser une application qui s'appelle Vial et on peut reprogrammer chaque touche exactement qu'on le Ah, ça, désire. c'est le fun. Et Ouais, voilà, ouais. donc si jamais on a des préférences de mettre l'accent à tel endroit, si on veut que la touche de commande, page up, page down, on peut tout déplacer et comme c'est des touches qu'on peut tout simplement popper, on peut détacher la touche et la mettre à l'endroit de son choix. On peut personnaliser son clavier comme on le veut. J'ai eu du fun, Alain. Et je l'ai même pas monté moi-même. Je l'avoue, j'ai laissé le fils de ma blonde, Elliot, 11 ans, mon jeune ami, l'assembler. 2 heures de temps, il était... d'un plaisir d'adulte, là, en plus. Oui, mais juste le regarder, je trouvais ça extraordinaire. Et quand on pense au prix des kits Lego, c'est cher des kits Lego, puis ça fait un objet qu'on met sur son mur ou qu'on met sur sa tablette qui accumule la poussière. Parce que si on a un véritable clavier, un super beau cadeau pour un ado, pour un jeune qui aime le Lego, et là, tu as un vrai clavier que tu peux personnaliser à ton goût ensuite. Si je veux, tu vois, j'ai un bloc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai un bloc pour les touches normales, c'est un micro-circuit. J'ai la deuxième partie pour les touches de fonction que je pourrais détacher, que je pourrais, avec des pièces Lego, mettre dans un autre truc, mettre sur un petit... disposer autrement. Je pourrais disposer autrement. C'est un petit fil entre les deux, mais si je trouve un fil plus long, les touches ici, vous voyez que 2 petits espaces, on peut positionner des petits personnages. Avec les commandes de plus de 65 $, on a 2 petits personnages qui sont inclus. On pourrait l'appeler copilote, par exemple. Ça pourrait être notre copilote. On a copilote, puis copilote l'autre côté. On pourrait mettre autant de personnages qu'on désire. Chaque pièce se détache. Si jamais on a un pépin, on peut le réparer, évidemment. Ben oui. Et on peut, comme c'est du Lego, si on décide de changer les pièces, on pourrait mettre, par exemple, un repose-poignet, on pourrait mettre un ventilateur, on pourrait mettre de la lumière, on pourrait mettre tout ce qu'on veut assemblé avec des pièces Lego. C'est vraiment, vraiment un super beau truc. Et c'est pas si cher que ça. Tu reçois le kit complet, le circuit imprimé, tu reçois les touches, tu reçois les pièces pour faire le modèle de base de clavier avec les instructions. C'est une centaine de dollars canadiens. Sérieusement, c'est assez jouissif. Ceux qui le voyaient sur Internet puis qui se demandaient si c'est cool cette affaire-là. T'as l'air de dire oui, en tout cas. Écoute, ma face, j'espère, exprime une certaine satisfaction et un certain plaisir. Est-ce que, là, je remarque que ton clavier, il est relativement minimaliste. Si je veux un pavé numérique de plus, est-ce qu'on pourrait comme l'augmenter d'un pavé numérique, comme sur le côté? Totalement. La compagnie offre, entre autres, des pavés, des boutons de fonction, offre différents modules qui pourraient complémenter, qu'on pourrait relier avec ce truc-là. C'est pour les bidouilleurs quelque chose d'assez fantastique. Fait que t'as déjà, là, selon le modèle que tu achètes, tu vas avoir le circuit imprimé de base, mais tu as des modèles de clavier qui sont détachables. Le circuit est en 2 parties, et donc tu pourrais détacher ton clavier en 2 blocs. C'est pas le cas du LEDQ, mais il y a des modèles de KBD Craft qui peuvent faire des claviers qu'on détache. Et là, comme c'est 2 claviers qu'on détache, avec le Lego, on peut écarter davantage, éloigner, pour en faire un clavier ergonomique, là. Pour faire un clavier ergonomique à son goût. C'est vraiment, vraiment des belles possibilités. Puis si vous aimez avoir un clavier un peu farfelu, vous pouvez rajouter... C'est du Lego, là. Des couleurs, des touches. Des couleurs, tout autour. Puis tu as un véritable clavier mécanique. Et encore une fois, comme c'est standard, c'est des touches standards qu'on peut remplacer, changer. Si vous voulez un clavier plus bruyant, plus sensible, plus précis, vous pouvez le faire. Fait que gros coup de cœur pour le clavier, les claviers, puis les accessoires sont pas chers en plus. J'allais dire, c'est ça le truc, là. Ces jours-ci, tout coûte cher, sauf le clavier, l'EliteQ, là, de KBD Craft. Oui, excuse-moi. KBD Craft, ils ont d'autres modèles aussi. Fait qu'ils ont entre autres, le pavé pour les repose-poignets. Je pense que c'était 2,99, quelque chose. Voyons donc, c'est vraiment pas cher. J'ai pas regardé les frais de port et de manutention. Mais vous pouvez vous offrir un beau kit et encore une fois, utiliser les pièces que vous avez pour faire un clavier avec une thématique spatiale, une thématique château, une thématique fleurs. C'est compatible avec les pièces Lego standard. Du plaisir. Ben oui, pour peu de frais, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Beau cadeau. Bonne idée. Merci, Pascal. De mon côté,
écoute, c'est drôle parce que je regarde notre image puis je vois que c'est écrit payer moins ici. Dans ce cas-ci, ce ne sera pas payer moins de ce dont je vais vous parler parce que c'est quand même un appareil qui coûte 700 $. C'est quand même le prix d'une vraie tablette et c'est essentiellement une vraie tablette avec un écran de papier électronique couleur, e-ink couleur. Donc, je pense que le nom de mémoire, c'est Kaleido, la technologie couleur des écrans e-ink. Et c'est ce que propose cette tablette d'une marque qui s'appelle Boox, B-O-O-X. C'est le Note Air 4C. C, vous l'aurez compris, pour couleur. À la base, la marque Boox, on en a parlé ici. En fait, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec leur Palma 2, qui est pas de téléphone, dit-on, mais là, encore là, j'ai ouvert une boîte la taille et les caractéristiques d'un téléphone, sauf la connexion cellulaire. Qui a tout sauf la carte SIM, effectivement, ce qui pour moi n'est pas un gros frein, mais c'est une question de conversation. Et j'ai eu des courriels de lecteurs et d'auditeurs, donc parlons-en. Je n'ai aucun problème à discuter de ces choses-là. Mais bref, ils font aussi plein d'autres appareils, dont celui-là. Et ils font des liseuses depuis super longtemps, en fait. C'est une compagnie chinoise, mais c'est une des compagnies qui fait des beaux appareils durables. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que des fois, surtout par exemple, les Kindle de base sont pas chers, mais tabarouettes qui vivent pas vieux. Alors que eux, j'ai acheté une liseuse Boox il y a, écoute, ça fait des années tellement que je ne m'en rappelle plus, mais ça fait au-dessus de 5 ans. C'était bien avant la pandémie. Et elle fonctionne encore très bien. À tel point que je l'ai donné à l'enfant, à la fille d'un de mes amis. Écoute, j'ai à quelque part le premier modèle que Boox a mis de l'avant et il fonctionne encore très bien. C'est sûr que les performances sont pas celles des tablettes d'aujourd'hui, mais c'est encore totalement utilisable. Ouais. Un super truc. Une chose qui a beaucoup progressé, c'est la réactivité de l'écran, parce que ce sont des écrans tactiles et les écrans e-ink sont pas paresseux, mais sont lents. Mais là, c'est presque aussi instantané qu'un iPad, donc on a vraiment corrigé ce problème-là. Et là, on a de la couleur. Les écrans e-ink couleur sont à 300 dpi en noir et blanc, ils sont à 150 dpi en couleur, je crois. Donc, c'est peut-être un peu moins détaillé, mais c'est pas super grave. 150 dpi, ça, c'est 150 pixels par pouce, je devrais dire, PPP. DPI en anglais, c'est dots per inch, et c'est aussi un standard qu'on utilise en imprimé, et à 150 points par pouce imprimé, c'est une photo de qualité magazine. Donc, c'est quand même pas super grave. Là. Quand les gens s'excitent avec des 321, 334 points par pouce, pixels par pouce, c'est bien meilleur. C'est comme, non, c'est vraiment pas nécessaire, parce qu'il y a un moment donné où l'œil ne fait plus la distinction. Et de toute façon, on le sait quand on regarde cet appareil-là qu'on ne va pas regarder de la vidéo tout le temps là-dessus. Cela dit, on peut, parce que le taux de rafraîchissement le permet, mais c'est pas ça. Tu veux pas, voyons, arc, il y a plein il y a toujours le rafraîchissement. Tu peux, mais... Exact. Il y a un bouton d'alimentation tactile, donc avec le détecteur d'empreinte pour le déverrouiller, parce que c'est une tablette qui a le système Android installé, Android 13, pas le Android de Google, le Android out of the box, là, c'est AOSP, Android Open Source Platform. La version donc de base, agrémentée des outils logiciels de Boox, dans lequel se trouve par contre le Play Store, parce qu'il est compatible avec les services Google, donc vous pouvez installer des applications Android 13, ce qui n'est pas bien grave, c'est pas Android 15, mais c'est pas très grave à ce stade-ci. Et ça permet d'installer aussi les applications Google, les applications tierces que vous voudriez avoir sur une tablette Android, par exemple. Et dans le cas de la mienne, j'ai installé, parce que c'est en couleur, je peux installer les applications de réseau social, donc Facebook, Threads, j'ai Blue Sky, Instagram fonctionne, je peux regarder des images sur Instagram, puis c'est pas très grave, ça rend ça beaucoup moins addictif, cela dit. Voilà. Donc c'est une façon de consulter sans devenir accro. Je trouve que c'est un beau compromis. J'ai mon application Slack, parce que les amis du travail, des fois, m'écrivent, et c'est important. Et j'ai installé Google Play Livre. On pourrait installer aussi Kindle, que j'ai mis là. Donc, des applications de liseuses tierces fonctionnent sur la tablette aussi. Donc, on peut évidemment dessus charger, je pense que c'est 128 gigaoctets de stockage dans lesquels on peut déposer des e-books, des e-pubs, et des PDF, des n'importe quoi essentiellement, et vous pouvez les lire nativement sur l'appareil parce qu'il y a l'application Neo Reader de Boox qui est installée, qui est une liseuse, une fonction de liseuse, mais il y a aussi ces plateformes, parce que sur Kindle, sur Play Livre, Kobo ne le fait pas super bien, là, mais on peut synchroniser sa lecture sur différents appareils. Si vous lisez un livre numérique sur votre appareil, sur la Note 4, et que vous êtes tout d'un coup sans liseuse, mais votre téléphone, et vous êtes en file d'attente et vous allez lever pour une heure, vous pouvez utiliser ces applications-là pour arriver à la même page dans le même livre au même moment. Donc ça, je trouve ça le fun. Moi, ça pour moi, c'est un gros élément qui fait que je lis beaucoup de livres numériques juste à cause de ça. Parce que j'ai pas toujours le même bidule dans les mains et j'ai pas toujours ce livre-là dans la poche. Donc, et surtout que j'ai le pantalon pour tenir ça. C'est une grosse tablette. C'est une tablette de 10,3 pouces. Donc, c'est sûr que ça ne se transporte pas nécessairement dans un pantalon. Mais ça vient avec les applications. Donc, Android, qui pour moi est un gros élément parce que au-delà de tout le reste,
j'installe de la musique, j'installe une application musicale là-dessus, et j'ai pas besoin de me traîner en plus sur un téléphone quand je veux écouter de la musique en lisant un livre. Qui est une combinaison que j'apprécie beaucoup. Lire un livre avec un petit arrière-plan musical, je trouve ça le fun, c'est détendant, ça crée une bulle où on n'est plus dans le stress du quotidien. Oui. Et je vais vous dire, franchement, je fais ça 45 minutes et je m'endors quasiment automatiquement. Donc, clairement, ça fait l'élément déclencheur qui vous sort d'une routine de bureau, et ça fait vraiment du beau travail. Et c'est ce que j'apprécie de ce genre de liseuse-là. Ce combo multimédia que ne font pas les liseuses natives, les Kindle, les Kobo, souvent n'ont pas cette fonction multimédia. Tu peux lire un livre, pas mal ça. Là, on a de la couleur, c'est le fun. C'est une couleur assez, je ne veux pas dire pastel parce que c'est pas ça, mais quand même assez, un peu effacée. C'est comme sur du papier si on faisait de la peinture à l'eau, quasiment. C'est un peu ça l'idée que ça donne. Et parlant de peinture à l'eau, il y a aussi le stylet qui vient avec, le Pen Plus de la compagnie Books, donc la même marque nécessairement, qui se colle et qui n'est pas alimenté. C'est un stylet neutre, il n'y a pas de batterie là-dedans. Oui, ça c'est bien le fun. Donc, il fonctionne tout le temps, mais on peut aussi le traîner avec soi parce qu'il s'appose de façon magnétique sur le bord de l'écran et il tient là. C'est pas le plus solide des appuis magnétiques, là. Je l'accroche tout le temps et il tombe tout le temps. Ça, c'est vraiment un défaut hyper agaçant, mais il y a un embout en caoutchouc pour le protéger et au bout, vous avez une pointe. Il y a des pointes de différents formats livrées avec, donc vous pouvez faire comme un marqueur, vous pouvez avoir une pointe plus large qui fait comme un marqueur fluorescent. Ou vous pouvez faire une pointe plus fine comme un crayon, comme un stylet ou peu importe. Et ça permet d'annoter tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant dans ce cas de cette liseuse-là, c'est que Books n'a pas juste fait, ben oui, il y a un stylet, merci, bonsoir, c'est qu'ils ont ajouté une suite d'outils logiciels qui s'appellent les Smart Scribe IA. Et là, si vous comprenez très bien, IA, c'est pour intelligence artificielle. En fait, c'est peut-être Smart Scribe AI, puis j'ai noté à l'envers parce que je l'ai francisé, mais bref, ça vient avec des modèles de prise de notes, des différents pinceaux, des calques, donc on peut écrire par-dessus d'autres, en fait, des niveaux, des couches de contenu. Et il y a de la reconnaissance d'écriture manuscrite, donc si vous écrivez pas trop mal, il va transférer en texte numérisé. Et ça, c'est pratique, dans la langue de votre choix, cela dit. Et il y a aussi des outils un peu plus le fun, si vous êtes un peu éparpillé, qui permettent d'organiser vos notes automatiquement, donc de regrouper, de trouver ce que vous avez besoin et de mettre tout ensemble ce qui va ensemble, dans le fond. Et ça le fait plutôt bien. Je vais vous dire ceci, moi je suis gaucher et je suis peut-être vieux, donc j'ai pas encore migré la prise de notes vers le numérique. Et je m'en sers peut-être des fois pour annoter des PDF quand il faut faire de la révision, mais je ne crée pas de contenu sur un appareil comme celui-là, mais je ne le ferai pas non plus sur une tablette. Donc moi, ça ne vient pas me chercher tellement, mais il y a peut-être des gens qui vont apprécier cette fonction-là quand même. Il faudrait que tu essaies avec l'application OneNote de Microsoft, c'est un compte. La reconnaissance d'écriture fonctionne étonnamment bien dans OneNote. Mais encore une fois, je suis un peu biaisé, je donne des formations là-dessus. Il faut que je le glisse de temps en temps. Mais tu fais bien de le dire, il y a des outils de prise de notes évolués qui fonctionneraient là-dessus parce qu'ils sont sur Android. C'est ça, si c'est sur Android, ça devrait fonctionner. Et c'est collaboratif et tout le kit. Et sur l'application, avec Android 13, il y a la fonction d'écran partagé. Donc, vous pouvez avoir une application ouverte qui serait, par exemple, un courriel, un document, et à droite, une application comme OneNote ou une application de prise de notes manuscrite, et vous pourriez travailler. Donc, il y a un élément de productivité là. C'est rétroéclairé aussi, donc c'est fonctionnel comme liseuse de jour, de soir, peu importe. Il y a 10 jours d'autonomie sur l'appareil. Ça, c'est toujours très, très cool, et c'est une particularité des écrans e-ink, n'est-ce pas? C'est qu'ils ne demandent que très peu d'énergie pour fonctionner. C'est 10 jours d'autonomie si vous laissez tout le sans-fil éteint. Donc, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout le reste. Si vous activez le sans-fil, le Wi-Fi permanent pour recevoir des alertes, entre autres choses, ben là, on tombe à 3 jours d'autonomie. Et si vous laissez le Bluetooth allumé parce que vous oubliez de l'éteindre, en gros, c'est vraiment juste ça, vous tombez à 1 journée et demie environ, parce que ça tire du jus, c'est toujours actif, ça va toujours chercher des connexions, savoir s'il se passe de quoi. Donc, ça réduit un peu l'autonomie, mais dans tous les cas, généralement, on apprend à l'utiliser, évidemment, à éteindre le Bluetooth. Et moi, je laisse le Wi-Fi ouvert, donc 3 jours et ça, c'est 3 jours d'utilisation. On peut le laisser en veille 1 semaine, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai trouvé que c'est un beau compromis et depuis que je l'ai, évidemment, je lis dessus et je vais beaucoup moins souvent à ma tablette, à mon iPad que j'utilisais. Je peux allumer là-dessus l'application La Presse Plus. C'est toi qui es biaisé. Non, mais attends, je vais aller plus loin. Parce qu'un truc que j'aime faire dans La Presse à la fin de la journée, c'est que je vais faire les mots croisés à la fin. Ah, oui. J'ai 88 ans dans ma tête. Mais ce qui est le fun, c'est que je peux le faire là-dessus sans que ce soit une tablette, sans que ce soit le rétroéclairé, avec toutes les alertes qui arrivent quand on est sur sa tablette. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et sans doute que mon éditeur sera heureux que je mentionne La Presse Plus, mais c'est une façon aussi d'utiliser, de consommer du contenu d'information sans aller sur son ordinateur, sans aller sur une tablette. Et ça, j'apprécie aussi beaucoup cette fonction-là. Dans l'ensemble, beaucoup de qualité à cet appareil, les amis, à part qu'il coûte 700$, c'est quand même pas donné.
Faut vouloir. Sérieusement, si vous avez jamais acheté de tablette de liseuse, et vous vous dites, est-ce que ça vaut la peine? Achetez une liseuse à 100$, commencez par voir, et peut-être évoluer vers quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que c'est pas la plus abordable. Si vous êtes un intermédiaire avancé et que ça vous prend quelque chose et vous dites, waouh, la couleur, waouh, le stylet, c'est un des très bons modèles en son genre. J'ai parlé, je pense, l'année passée du Kobo Clara couleur, là, qui est nouveau, qui a un petit peu les mêmes fonctions, mais qui est beaucoup plus Oui. petit. Il est très limité parce que c'est un logiciel, c'est un système qui est le système de Kobo, qui n'est pas Android, qui ne permet pas des applications tierces. Et ça, c'est un gros plus pour cette tablette-là. Et tout le reste, ben, je pense que c'est un appareil qui est quand même assez durable, donc c'est pas un mauvais choix. Mais il faut s'en servir. Sinon, c'est sûr que vous allez payer pour rien. C'est ça. Puis ça remplace pas un iPad. Il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que je devrais acheter ça ou un iPad? En général, si tu te poses la question, prends l'iPad. En général. Parce que les gens veulent faire plein de choses, regarder des vidéos, regarder du contenu plus interactif. Tu as tout à fait raison. On peut regarder des vidéos sur une tablette comme ça, mais ici, l'expérience... Non, tu vas pas sur Netflix. C'est ça. La couleur est pas géniale. Le truc qui est le fun, tu parlais des stylets sans recharge. Je trouve ça pas mal fun. C'est des stylets EMR et tu peux remplacer par beaucoup de stylets compatibles. Il y en a beaucoup sur Internet. Il y en a qui sont vraiment pas chers. J'en ai tout dans mon pot à crayon. La moitié de mes stylets sont des stylets EMR. Voilà. Et donc, tu peux les utiliser, les interchanger comme ça. Ça, c'est EMR aussi. Fait que tu peux à ce moment-là avoir une variété de stylets que tu peux utiliser avec ta tablette. Tu perds le tien. Tu peux le retrouver. Voilà. Puis ça arrive. Tu le dis bien, si vous hésitez entre un iPad et une liseuse, c'est sûr que l'iPad va faire la job. Si ce que vous voulez, c'est pas acheter un iPad, en fait, c'est ça qu'il faudrait dire. Là, ça va être quelque chose d'intéressant. Parce que c'est vraiment lire des livres, lire de l'information en format texte. Donc, ça peut être des PDF, ça peut être des documents de travail, ça peut être le journal, la Presse Plus, n'est-ce pas? Ça peut être le Devoir aussi, pourquoi pas? Mais ça peut être une façon justement de profiter de tout ce qui est écrit d'une belle façon, parce que c'est pas un écran rétroéclairé, lumineux, patente à chose avec lumière bleue et tout le kit qui va comme... Vous rentrez dans l'œil puis fatiguez l'œil comme le ferait une tablette ou un écran d'ordinateur. C'est ça. Les gens qui s'en servent pour des mangas ou pour... Moi, je m'en suis servi pour des bandes dessinées récemment. Les couleurs n'étaient pas aussi vives qu'avec une tablette en écran standard, mais c'est apaisant, c'est doux, c'est le fun, il n'y a pas de distraction. En général, tu peux désactiver. Quoique c'est Android, ça peut être une source de distraction. Mais quand tu as les alertes, tu peux désactiver. À ce moment-là, tu as vraiment ton téléphone pour tes alertes, tes notifications. Mais je suis vraiment entré dans ma bulle. J'ai lu avec la tablette Remarkable en papier électronique. Pas de distraction, pas de notification, rien. Puis là, je lisais ma bande dessinée, j'étais comme wow, ça fait longtemps. Il faut que je le dise, j'ai lu un livre, j'ai vu qu'il y avait une suite au roman La firme de Firm de John Grisham. J'ai vu qu'il y avait une suite. J'ai lu un livre et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu un livre de façon concentrée, sans distraction, lire 30, 40 pages à la fois. Une demi-heure non-stop sans regarder son téléphone et tout. Ça fait tellement de bien à la tête. Je ne peux que recommander cette liseuse. C'est vraiment une belle... Il faut réaliser à quel point on est accro à nos distractions numériques et c'est pas sain pour nos ados, c'est pas sain pour nos enfants, c'est pas sain pour nous, même si on a 80 ans de mon tête. Voilà. Exact. Mais vous pouvez quand même vous abonner à Une Tasse de Tech et l'écouter sur une liseuse comme la Note R15. Pendant vos déplacements, pendant votre entraînement, pendant vos... Sky's the limit. Allez-y fort. Vous avez le temps parce qu'on vient de finir le show de cette semaine. On remercie TELUS et Plan Hub d'être partenaires du podcast. Merci beaucoup d'être là. Cogeco Média pour la mise en onde, la diffusion du podcast. Quelqu'un nous a mentionné que le son est un peu faible. On va en discuter avec notre docteur en onde. Ah oui, il est encore là pour ça. Oui, je sais, mais c'est capricieux, hein, les podcasts et le niveau audio. Ça a l'air banal, mais il y a beaucoup d'éléments dans la chaîne. C'est très vrai. Et voilà, on a un expert qui est derrière ça. On a Alain McKenna. Merci Alain. Dans la presse, on peut te lire un peu partout, lire ton excellent livre, payer moins. Et je suis pas payé pour le faire. Hein. C'est ça qui est très drôle. Je suis à but non lucratif dans mon cas. Écoute, ça va me faire plaisir de te remettre un exemplaire. Ben, j'aimerais ça. Sérieux, si tu me le dédicaces en plus, à toi qui m'as tout appris, je serais vraiment heureux. Pascalforget.com. Je vais passer ça dans le Gemini, je te tiens au courant. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, suivez-moi entre autres sur Blue Sky. Très paisible comme communauté, j'aime ça. Sur Reddit aussi, n'hésitez pas. Je suis plus actif là qu'ailleurs. Et on se retrouve la semaine prochaine, Alain. J'ai bien hâte. Belle bébelle. Ben oui, pour plus de plaisir techno la semaine prochaine, revenez nous voir Une Tasse de Tech. Entre-temps, prenez soin de vous. Bye bye.